Bonjour Mathieu Flonneau et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Midi Histoire. Mathieu Flonneau, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez été durant de nombreuses années le président de l'association Traffic, Transport and Mobility et vous avez publié de nombreux ouvrages autour de l'automobile. Vous avez surtout consacré votre thèse, qui était sous la direction d'Antoine Pro, à l'automobile, et cette thèse avait pour titre « L'automobile à la conquête de Paris, 1910-1977 ». Elle a été publiée en 2003 aux éditions de l'École des Ponts et Chaussées. Vous avez publié de nombreux ouvrages autour de l'automobile. Vous êtes un spécialiste de l'automobile, des mobilités. Ce sont vos centres d'intérêt majeurs. Et vous avez récemment publié un ouvrage « Métropole mobile, défis institutionnels et politique de la mobilité dans les métropoles françaises ». Ça a été publié aux Presses universitaires de Rennes en 2021. Mais je crois que vous avez récemment, vous allez publier sous très peu de temps une nouvelle publication, mais je vous laisserai l'annoncer. Vous avez publié un autre ouvrage, « L'automobile au temps des 30 Glorieuses » aux éditions Loubatière, ouvrage qui était paru en 2016. Vous avez publié « Vive la route, vive la République » avec Pierre Orfeuille, publié aux éditions de l'Aube en 2016. Enfin, vous avez également publié un ouvrage « Les cultures du volant, essai sur les mondes de l'automobilisme, 20e, 21e siècle ». Et là, c'était aux éditions Autrement, c'était en 2008. Mais je vais vous laisser la parole pour votre conférence « D'un siècle à l'autre, conditions d'existence, de persistance et de résistance de l'automobile de France ». Bonne conférence. Bien, bonjour et merci pour cette introduction, Anne Blanchet. C'est effectivement un grand plaisir d'avoir enfin la possibilité de m'exprimer au Midi Histoire de Bercy. Je remercie toute l'équipe de l'Institut de la gestion publique et du développement économique pour l'organisation de ce cycle de conférences. Il va s'agir, vous l'avez dit en introduction, d'un thème qui est très classique d'apparence, qui traite évidemment d'automobile, dont je vais vous entretenir pendant une quarantaine de minutes, un thème qui est très riche et qui surtout dit beaucoup plus que le simple objet technique qu'il désigne. Et naturellement, le titre que j'ai donné à cette communication vise à exalter l'automobile de France au sens où un ouvrage, dans les années 1950, au cœur des 30 Glorieuses commençant, 30 Glorieuses avec des guillemets sur lesquels nous reviendrons, eh bien cette automobile de France avait été exaltée par de grands écrivains, Jules Romain notamment, qui s'était exprimé à son sujet. Et puis cette automobile de France, qui était consacrée à Renault, devenu régie nationale à cette période, eh bien reprenait le titre d'un documentaire cinématographique que les années 30 avaient consacré précisément à cette firme automobile majeure française. Il s'agit de raisonner aujourd'hui en historien sur cette question, mais en historien très intéressé par les développements contemporains d'un secteur économique qui n'est pas réductible à la simple branche industrielle que l'on entend de façon parfois restrictive, qu'est l'automobile. Je veux dire que mon propos sera sur tout l'automobilisme, tout l'écosystème des mobilités liées à l'automobile, et que derrière l'automobile, il y a bien évidemment beaucoup plus, c'est-à-dire que on ne pourrait pas définir si simplement que cela, une automobile avec 4 roues, un moteur et un châssis. En réalité, vous avez toutes les motorisations qui peuvent y être raccrochées, depuis l'autocar que nous croiserons, le tracteur que nous verrons également, et toute la société des transports de fret, des poids lourds que nous verrons se développer. Alors on va procéder avec méthode, si vous voulez bien, autour de 3 parties. Ce seront les seules écritures, en quelque sorte, de ce PowerPoint que j'ai décidé de rendre plus dynamique en faisant défiler près d'une centaine d'images, en les commentant rapidement, en jouant sur l'hypnose éventuellement qu'elles peuvent susciter. Et c'est un parti pris évidemment que je défends parce qu'il s'agit d'être porté et de suggérer des lectures à partir des images que je vais faire défiler. Suggérer des images et donc des échos entre celles-ci qui verront finalement se dessiner des contours très larges
à 360 degrés d'un objet social total. Et s'il s'agissait de définir ce qu'est l'automobile, à mon sens, c'est beaucoup plus qu'un objet technique, voire un secteur économique. C'est véritablement un raisonnement politique qu'il faut y attacher, sociologique également, patrimonial, culturel, territorial, historique enfin, car naturellement il y a des héritages dont la société contemporaine est imprégnée et qu'il s'agit de raisonner. C'est-à-dire que le nouveau monde des mobilités, la transition mobilitaire que nous évoquons, et on commencera d'ailleurs par là, eh bien cette transition ne peut pas exister sans être ancrée dans un raisonnement de longue durée, car il y a évidemment des inerties considérables dans ce champ. Il y a aujourd'hui 40 millions de véhicules en France, c'est-à-dire un tiers de moins que de la population française, mais c'est quelque chose qui est absolument considérable. C'est un objet qui est devenu trivial, peut-être, mais qui a flirté avec parfois le sublime, ce que je vais tâcher de restituer devant vous avec ces quelques images. Alors j'ai amené des outils, ils sont sur la table, des publications, Madame Blanchet en a évoqué, et j'en présenterai une autre en avant-première, dédiée, et on comprendra mieux ce que j'entends là par l'écosystème des mobilités, dédiée à l'ensemble des équipements des routes et des rues qui rendent indispensable eh bien, cet écosystème qui fonctionne avec les mobiles. Et donc toutes les infrastructures, en quelque sorte, ont fait l'objet là d'une histoire patiente, 3 ans de travail et de recherche que j'évoquerai, et qui sera publié en ce mois de mai 2022 précisément. Alors le délai pour la réalisation de ce Midi Histoire, finalement, aura permis l'achèvement de ce chantier éditorial, et je m'en réjouis. Alors, la promesse de cette communication, c'est évidemment de donner du sens à la rupture que l'on entend parfois présenter autour d'une ancienne industrie, qui serait une industrie essentiellement du passé, qui est en crise indiscutablement. Il ne suffirait que de dire qu'aujourd'hui, il se vend plus de voitures d'occasion, et beaucoup plus, 4 fois plus que de voitures neuves, pour bien mesurer les incertitudes des clients, les incertitudes du marché, et les incertitudes dans lesquelles évoluent des constructeurs automobiles, avec un gros temps géopolitique également, puisqu'il ne suffit que de le rappeler également, il y a des conflits dans le monde qui impactent directement les chaînes d'approvisionnement. Autrement dit, il y a une crise qui est à la fois conjoncturelle, mais aussi structurelle, avec l'électrification forcée du secteur, les recommandations des pouvoirs publics, l'encadrement par la loi d'orientation sur les mobilités, que j'évoquerai, loi récente, qui évidemment s'était donné pour but de se passer à terme d'automobiles dans certains espaces, et nous allons réfléchir aux conséquences politiques, sociologiques de tels postulats contemporains et de telles positions contemporaines. Nous sommes en pleine campagne électorale, lorsque cette conférence sera diffusée, le futur président sera désigné. La filière automobile a tenu des assises pour interroger les candidats sur leur programme, et aucun, évidemment, n'a eu le front de dire que l'automobile n'était pas une filière d'excellence en France et ne serait pas défendue une fois qu'il serait élu. Évidemment, ce que la filière automobile avec Mobiliance et puis la plateforme de la filière automobile avait organisé le 14 mars 2022, eh bien résonne parce que des choix contemporains sont à prendre et des décisions contemporaines sont à engager pour l'avenir d'une filière et l'avenir également des usages des véhicules. Autrement dit, il s'agit de raisonner avec recul, mais sur une actualité qui est brûlante et sur une actualité qui est faite de rupture, de disruption également, et qui est faite de mutations contemporaines. On cherche le sens, parfois, dans ce qui perd son essence. Et je l'expliquerai, mais en commentant brièvement le plan, les 3 moments, les 2 premiers seront plus longs que le dernier qui sera une conclusion un peu plus étendue, mais les 2 premiers moments viseront à réfléchir sur ce qui fait l'essence de l'automobilisme en France et ce qui a fait son succès, ce qui a fait qu'elle était l'objet de désir et que sa conquête a été relativement unanimement acceptée dans la société. Il y a eu un consensus autour de l'automobile que l'on a tendance parfois aujourd'hui à oublier, j'y reviendrai. Ensuite, il y a eu un moment d'âge d'or, qui était parfois un moment de rêve pour les automobilistes, où on a pu croire que la tendance était à la croissance indéfinie de ce secteur et à l'indéfini des infrastructures.
Nous prendrons quelques exemples bien précis. A été évoqué ma thèse de doctorat sur Paris. Je me fonde toujours sur celle-ci car elle donne une scansion temporelle des périodes qui sont importantes pour comprendre eh bien, l'évolution des représentations de l'automobile. Alors de ce point de vue-là, je souhaiterais rebondir sur précisément les lectures que je suggère, des lectures à venir sur Paris, Paris et l'automobile, ma thèse de doctorat publiée en 2 volumes, les cultures du volant qui ont moi-même infléchi ma lecture de l'objet, et comme on peut le constater, il n'y a pas d'automobile en couverture de cet ouvrage qui était paru chez Autrement en 2008, puisque je raisonne sur l'automobilisme et je raisonnais sur l'ensemble culturel que l'objet eh bien, charriait avec lui, avec les infrastructures, avec les rêves, avec les désirs, avec les craintes aussi d'une société qui a mesuré son degré de dépendance et a fait de cet objet un objet potentiellement mis en débat. Plus récemment, je me suis intéressé à cet âge d'or que j'ai déjà évoqué, des 30 Glorieuses, et puis enfin, l'ouvrage dont je vous parlerai tout à l'heure, En tous sens, sur les équipements de la route, qui traite des circulations, des partages et des manières de sécuriser les chaussées, de sécuriser les routes, cette histoire des équipements de la route. Et donc c'est une traversée du siècle, finalement, bien plus qu'un simple arrêt sur les 30 Glorieuses que je propose, une traversée adossée à différentes historiographies. Des histoires de la consommation, des histoires de la publicité, des histoires de la vie privée également, car c'est une histoire intime que l'automobile eh bien, invite à faire. Et donc de ce point de vue-là, j'inscris mes travaux historiques dans une science humaine, pas simplement une science désincarnée du social. Il y a là une réflexion par des détours littéraires ou artistiques qui invitent à penser profondément ce qui se joue autour de l'automobile très précisément. Il faut comprendre que ce fut une liberté, ou en tout cas quelque chose qui a été perçu comme une liberté, et qui est perçu aujourd'hui comme une peau de chagrin, et qui est perçu comme quelque chose que l'on cherche à contraindre. Les premiers automobilistes parlaient d'américanisme, en évoquant le libéralisme qui était censé accompagner leur premier tour de roue. Jamais l'automobile a été librement laissé sur les routes. Il y a eu rapidement un code de la route, des codes de la rue. Le code de la route date de 1921 et nous en avons commémoré l'année passée le centenaire. Il y a là des enjeux de vivre ensemble, des enjeux de choses publiques, de démocratie sur les routes, de finalement code civil, des chaussées, liées à ce texte. Mais indiscutablement, il y avait l'idée qu'une forme de liberté était associée à la route. Précisément, c'est cet ancien régime routier qui aujourd'hui peut paraître menacé et que mes publications cherchent à explorer. Alors je vais rebondir sur un autre travail immédiat et une exposition courageuse pour laquelle on m'a demandé une mise en perspective historique qui se tient au CNAM à partir d'octobre 2022. Cette exposition qui sera concomitante du mondial de l'automobile, ce qu'il en reste à Paris, eh bien, se tiendra au musée des Arts et Métiers, au centre de Paris, et j'ai dit que c'était une exposition courageuse, car effectivement, il ne va pas de soi de tenir une exposition dédiée à l'automobile et à toutes ces mythologies, je reviendrai sur ce mot, alors même que la ville combat finalement ce mode de transport et la réduit en bien des endroits. L'image que vous avez là sous les yeux, je veux parler de la photographie qui se trouve en bas à droite, est une image quelque peu polémique. C'est une image qui, à bon compte finalement, évoque les manifestations pour le climat et qui conteste la présence des automobiles. C'est une enfant de surcroît qui la porte et donc elle est incontestable dans sa charge émotionnelle et il est évident qu'en certains endroits, l'automobile est devenue écologiquement inadaptée et impertinente. Mais là où le CNAM réalise une exposition tout à fait significative et importante, c'est que cette même exposition fait écho à une exposition que le Conservatoire national des arts et métiers avait consacrée au centenaire du moteur à explosion, qui était dédié au, finalement, siècle de l'automobile, nous y reviendrons, et qui prenait comme point de départ le cycle à 4 temps du moteur à explosion du français Baudrochat et du belge Étienne Lenoir. Cette exposition exaltait eh bien, le savoir-faire des ingénieurs français, exaltait l'avance dans cette filière que l'automobile française avait prise à cette période et que les constructeurs français
avait pris. Et nous étions en novembre 1961, janvier 1962. À ce même moment, le salon de l'auto prenait une dimension supplémentaire en se déplaçant du Grand Palais très fastueux à Paris, porte de Versailles, dans des locaux plus modernes et plus confortables. Il y avait l'idée là de donner au déploiement de ces constructeurs, au cœur des Trente Glorieuses, eh bien, plus d'espace pour la démonstration de leur savoir-faire annuel. Cette exposition était une exposition très optimiste. Cette exposition était une exposition qui était consacrée à une filière qui, encore une fois, ne semblait pas connaître de limites. Naturellement, le tableau, aujourd'hui, en 2022, est très différent. Et donc la menace existe, à cette croisée des chemins industriels, de voir disparaître réellement une industrie automobile en France, une industrie nationale. Il y a là beaucoup de questions qui se posent, et c'est sur ces questions qu'il s'agira de rebondir. Alors pour avancer véritablement, il s'agit de comprendre que les Trente Glorieuses ont exalté la voiture française, que les Trente Glorieuses ont exalté eh bien, les routes de France, qui étaient également des belles routes, nous y reviendrons, et que cette automobile était naturellement synonyme de progrès. Et dans l'ouvrage « L'automobile de France » déjà cité, qui donne son titre à ma communication, Jules Romain s'exprimait en ces termes. Vous me permettrez une courte citation, mais elle est assez explicite, me semble-t-il. Jules Romain, donc, écrivait qu'un concours singulier de conditions fait qu'en ce milieu du XXe siècle, nous sommes en 1951, l'industrie automobile prend, plus que tout autre peut-être, valeur d'exemple et d'indice. Déjà, sa présence ou son absence dans une économie nationale nous disent à quel niveau de puissance et de généralité cette économie se tient. Un pays où l'on ne fait point de voiture peut avoir diverses prospérités et supériorités, mais il n'appartient certainement pas, au moins dans l'ordre temporel, à la toute première catégorie. Jules Romain le dit, les publicités que vous voyez à gauche, qui exaltent le flambeau tricolore du drapeau, eh bien, l'exalte également. L'automobile de France, c'est la régie nationale Renault, c'est aussi la Peugeot 203 qui tire la croissance économique, et naturellement, vous avez là toute la robustesse d'une filière industrielle qui va devenir leader dans les filières industrielles nationales. Il y a là des questions de mobilité qui commençaient à se poser. Et donc cette problématique des mobilités, explorée dans d'autres ouvrages collectifs, je me permets là de corriger un point, je n'ai pas dirigé seul l'ouvrage Métropole Mobile, mais cette problématique des mobilités commençait à devenir massive dans une France de plus en plus en mouvement et dans une France de plus en plus dépendante d'une automobile qui était devenue notre ami. Et l'ouvrage de Jacques Lost, dont la couverture est ici présentée, date, lui, d'immédiatement avant la Seconde Guerre mondiale, et il présente, en plus de quelques équipements de la route sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui sont assez caractéristiques, eh bien la domestication de l'objet automobile. La manière dont l'automobile finalement fait partie de la famille, avec une forme de fierté, ce père de famille, dans un paysage montagnard, avec une ambition touristique manifestement, au vu des valises qui se trouvent sur le toit, eh bien explique à son épouse et peut-être à ses enfants derrière, eh bien la beauté des paysages que l'automobile permet d'atteindre. La borne routière qui est à droite permet de montrer que nous sommes dans un col alpin et qu'il y a là eh bien, une capacité d'agrandissement de soi-même qui est une des promesses de l'automobile. C'est donc bien une mythologie, celle que Roland Barthes décrivait dans l'ouvrage du même titre qui paraît en 1957, et cet ouvrage a longtemps utilisé en couverture la DS Citroën. Cette DS Citroën qui était perçue par Roland Barthes comme l'accomplissement le plus achevé eh bien, de l'industrie automobile, par la finesse de ses lignes, par l'arrondi également de ses formes, et puis par l'espèce d'apesanteur que procurait la suspension hydropneumatique. Bref, on était à mi-chemin de la conquête spatiale à la même époque. La voiture était lancée en 1955, Barthes décrivait celle-ci en 1957, mais bien évidemment, c'est une époque d'espoir, de progrès, de conquête des airs et de l'espace, je viens de le dire.
les soviétiques allaient lancer leur Spoutnik, nous étions véritablement dans une logique de croissance et l'ADS est cet emblème française, peut-être la voiture la plus représentative du génie français lié à Citroën, nous y reviendrons bien évidemment. Alors le tableau a bien changé 60 ans après, c'est-à-dire que l'automobile se retrouve au cœur désormais de tensions globales, sociales, liées à cette problématique de transport, de déplacement, qu'est la mobilité, mais qui, en termes locaux, eh bien, confronte les individus dans un contraste qui est parfois évoqué, évidemment, entre fin de mois et fin du monde, eh bien, à des choix, à des dilemmes personnels. Nous sommes bien devant un objet clivant, un objet qui est devenu l'objet de débats nationaux, et donc sa politisation est indiscutable, son idéologisation aussi, sa démonisation également, puisque à certains égards, il est disqualifié dans l'offre de transport par certaines forces politiques qui souhaitent évidemment mettre fin à la gabegie automobile et au-delà à la gabegie routière. Or, précisément, il y a là des éléments de résistance et les belles intentions de la COP 21 de Paris en 2015 se sont confrontées, les discussions autour de la loi d'orientation des mobilités votée en 2020-21, eh bien, cette loi a remis en question quelques grands principes et quelques éléments de wishful thinking qui ont finalement démontré que certains espoirs n'étaient pas acceptés et n'étaient pas reçus par les populations. Les conflits autour des Gilets jaunes ont eu comme élément déclencheur, eh bien, des questions routières, des questions de pouvoir d'achat liées aux mobilités. Alors si l'on revient, parce qu'il faut comprendre, et il faut tâcher d'inscrire dans la durée, et donc dans une première partie, les éléments qui ont contribué à l'acceptation, à l'assimilation, à la domestication, et donc tous ces éléments qui procèdent de dynamiques essentielles autour de l'automobile, et qui ont donné à l'automobile eh bien, une cohérence, et à la société, finalement, un contexte où l'automobile était la bienvenue. C'est toute une civilisation qui a pris la route à la suite de la civilisation équestre. Et assez rapidement, pour reprendre ici des problématiques routières classiques, eh bien l'automobile a emprunté le plus beau réseau du monde. C'est ainsi qu'il était présenté par les ingénieurs des ponts et chaussées. C'est ainsi que dans la continuité de l'effort monarchique, la Révolution française et la République l'ont poursuivi. Et lorsque l'automobile advient, eh bien, elle bénéficie de routes et de réseaux puissants. L'automobile révolutionne également le travail, les mondes du travail. Et cette fresque du peintre mexicain, artiste Diego Rivera, de 1932, cette fresque qui orne le musée de Détroit, le musée des Fine Arts de Détroit, est tout à fait représentative eh bien, de la puissance, de la robustesse, encore une fois, de cette industrie qui voit le jour et qui va accompagner, voire précéder, voire inciter et induire les révolutions du monde du travail. La taylorisation plus tard, le toyotisme, et puis même aujourd'hui ce que l'on pourrait tenir pour une révolution, tout ce qui touche au teslisme et à la révolution de la firme d'Elon Musk. Vous êtes devant là des éléments qui structurellement ont changé l'organisation sociale. Alors quelques inventeurs, il se trouve, sont français. Et dans une généalogie glorieuse que le Conservatoire national des arts et métiers ne manquera pas de rappeler très probablement dans son exposition, il y a évidemment le fardier de Joseph Cugnot, qui lui datait de la fin du XVIIIe siècle, et puis il y a eu un siècle de latence en quelque sorte pour que des inventeurs, d'abord français puis allemands, eh bien, se manifestent, et c'est dans les années 1884-1886. La chose est assez précise tout en étant assez floue, puisqu'il est très difficile de déterminer qui a inventé la première voiture. Il y a des brevets, assurément, le brevet de Lamar de Bouteville, le brevet du moteur à explosion Daimler-Benz, mais toujours est-il qu'il y a là une dynamique qui est franco-allemande, une dynamique où s'échangent des brevets, les brevets Panhard vont être rachetés par Daimler, et il va y avoir ainsi une sédimentation croisée qui va fertiliser un champ dans lequel la France joue un rôle pionnier
significatif. Les motorisations ne sont pas fixées, c'est-à-dire qu'il y a de la vapeur, et Léon Serpollet, dont la statue ici présente se trouve dans le 17e arrondissement, avait lui-même ses propres voitures à vapeur, et jusqu'à la première décennie, le pétrole n'a pas véritablement gagné, jusqu'à la première décennie du XXe siècle. Toujours est-il que ce qui fait gagner l'automobilisme thermique, eh bien, ce sont les capacités routières de celui-ci et la capacité à être performant, notamment lors des premières compétitions automobiles. Et là, vous avez un arc de triomphe assez méconnu, car il est désormais excentré de l'endroit initial qui avait vu son érection, qui était la place de la Porte Maillot, et désormais il se trouve dans le square Alexandre et René Parodi, là même où il y a à proximité les travaux du Grand Paris Express. Mais cet arc de triomphe, tout à fait spectaculaire, qui représente Émile Levasseur, qui avait gagné la course Paris-Bordeaux-Paris, en 48 heures, au volant. On a peine à parler de volant parce que c'est en fait une queue de vache, on le voit, il la tient de la main gauche. Eh bien, en 48 heures, il avait effectué ce trajet qui peut paraître relativement anodin aujourd'hui, mais il avait gagné cette première compétition automobile organisée par le premier automobile club au monde, qui était l'Automobile Club de France. Il lui revenait donc légitimement d'avoir un arc de triomphe, écho du vrai arc de triomphe, plus connu, à sa gloire. Les premiers automobilistes participent d'une exaltation lyrique, parfois représentée avec des figures féminines, qui, sur des affiches très ouvragées d'artistes, présentent eh bien, les salons qui vont promouvoir l'automobile. Le premier salon, ce ne sont pas celles-ci, mais c'est celle-ci, l'affiche de 1898, qui se tient au Jardin des Tuileries. Et c'est le premier salon régulier automobile au monde. Ceci a son importance parce que la France, de ce point de vue-là, va régir en quelque sorte ces manifestations internationales. On va croiser très rapidement des congrès, mais c'est à Paris que l'automobilisme, c'est-à-dire l'ensemble des usages de l'automobile, s'invente. Et l'Automobile Club de France apparaît comme un redoutable promoteur des différents usages. L'automobile, des débuts, n'est pas démocratique, elle va le devenir très rapidement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une démocratisation de ces usages par le biais de différents concours que l'Automobile Club de France va organiser. Ceci, je l'avais ausculté mois par mois dans cette première chronique de l'automobilisme d'avant la Première Guerre mondiale. L'Automobile Club de France va organiser des concours de taxis, des concours de véhicules électriques, des concours de véhicules à alcool, des concours de véhicules industriels. Il s'agit de l'affiche pointée en bas, qui ici présente, sous couvert du ministère de la Guerre, qui commence également à s'intéresser à la question, eh bien, des rivalités entre constructeurs. Les grands magasins vont également adopter l'automobile pour leur flotte de livraison. Les sociétés privées vont également faire de l'automobile un vecteur de leur image. Les taxis, je l'ai évoqué, vont être pour les constructeurs une manne, et Louis Renault, en gagnant le contrat à Londres des taxis, va assurer à son industrie et à sa société une pérennité certaine. Il y a là un mélange entre bonne société et usage démocratique qui est tout à fait original et qui assure à la France le premier rang au nombre des constructeurs automobiles jusqu'en 1907-1908. À cette date, les États-Unis vont prendre le leadership. Et pourquoi les États-Unis? Nous les avons vus avec la fresque de Diego Rivera, parce qu'ils vont inventer l'automobile standardisée, parce qu'ils vont inventer l'automobile taylorisée, parce qu'ils vont inventer les hauts salaires, c'est cela le Fordisme, qui permettent aux ouvriers d'intégrer une société de consommation où l'automobile joue un grand rôle. La balle, toutefois, est aussi dans le camp français. Et dans le camp français, on retrouve les congrès internationaux d'automobilisme. Le mot est en vigueur à l'époque, comme vous pouvez le constater, en 1900, et c'est concomitant de l'exposition universelle de Paris. La France témoigne d'un secteur industriel dans lequel, eh bien, elle est à l'avant-garde. Les premiers congrès qui vont se tenir dans les années qui suivent, 1902-1903, de tourisme et de circulation, vont également contribuer à la naturalisation, ce que j'appelle la naturalisation
de l'automobilisme, sa domestication. On va le voir, un nouvel espace public, de nouvelles sensations et une nouvelle échelle du monde, l'expression est de Marcel Proust, eh bien, vont être permises par l'usage de l'automobile. Marcel Proust, le voici, c'est lui qui donne ses lettres de noblesse littéraire, le premier à l'objet automobile, et conduit par son chauffeur, Alfred Agostinelli, eh bien, il parcourt les routes de Normandie, il en retire des impressions que tout un chacun est à même de partager encore aujourd'hui, et c'est là l'essence même du goût de l'automobilisme, une essence qui est irréfragable, qui est irrémissible, que l'on ne peut pas oublier, c'est-à-dire ce goût de la liberté et du libre arbitre de la destination que le chauffeur peut avoir entre ses mains avec le volant. De surcroît, il y a la découverte de ce monde, et l'image de droite montre bien, c'est une image de Géoham, une œuvre de Géoham, qui montre bien la potentielle créativité liée à l'automobile. Il y a une poétique automobile que des grands écrivains, des grands peintres ont également illustrée. Voici d'autres représentations des futuristes italiens. Il y a une forme d'effraction du monde, il y a une forme de prométhéisme ici qui est à l'œuvre. Les compétitions automobiles, encore une fois illustrées par Géoham, l'illustrant à merveille. Le premier constructeur français automobile qui véritablement a compris les enjeux de l'américanisation du produit, c'est André Citroën qui se met à faire des automobiles dans l'usine d'armement qu'il reconvertit, mais lui-même a un passé dans l'automobile, chez Morse, dans le 15e arrondissement rue du Théâtre à Paris, où il était ingénieur, eh bien, il devient son propre patron et son propre constructeur, et au cours des années 20 et au début des années 30, il disparaît en 1934-35, son décès correspond au rachat de la firme et à sa faillite par la société Michelin, mais André Citroën a impulsé une image de l'automobile qui est durable, et les almanachs, qui sont une source formidable, il y en a eu 4 exemplaires que voici, ont illustré au début des années 30 tout ce que, par capillarité, l'automobile a apporté dans tous les secteurs de la société. Alors l'automobile invente des règles, j'ai parlé du code de la route déjà, elle invente un environnement routier, elle invente des panneaux de signalisation, elle invente une sémiologie toute neuve, et là les premiers panneaux sont adoptés par le congrès routier, le premier en 1907, qui se tient à Paris précisément, d'où le fait qu'aujourd'hui l'Association mondiale de la route est toujours eh bien, une ossature d'ingénieurs français, gage d'excellence bien évidemment. Et les 4 premiers panneaux, que je n'énumérerai pas, vous les avez sous les yeux, montrent bien les risques liés à cette automobile. Vous êtes devant aussi des nécessités immédiates. Et cette sémiologie, voici une planche illustrée qui est extraite de mon dernier ouvrage En tous sens, eh bien, cette sémiologie passe par le marquage au sol. Et le marquage au sol, on ne s'en rend plus compte aujourd'hui parce qu'il sert aussi bien aux piétons qu'aux cyclistes ou aux automobilistes, mais ce marquage au sol est extrêmement prescriptif. Il y a des enjeux fondamentaux d'équilibre et de démocratie sur les chaussées que les États-Unis vont inventer. Voici les inventeurs du marquage au sol. Alors je me permets une petite excursion nord-américaine, puisque c'est une femme sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique, amérindienne de surcroît, qui a pensé la démocratie routière. Victime d'un accident de la route, elle est revenue sur les lieux pour peindre une ligne axiale répartissant les circulations de droite et de gauche, et donc pour assurer ainsi à tous une circulation apaisée. Dans le même temps, et là encore une fois il est difficile de pointer une invention pure, mais dans le même temps sur la côte Est, eh bien le président d'un club cycliste avait la même idée, et cette idée, la légende est belle, lui est venue après avoir suivi un camion de laitiers qui perdait sur la chaussée et qui faisait donc une trace, et il s'est inspiré de cette trace pour répartir les chaussées. L'image est belle, la légende est plaisante, mais il y a une part de vérité dans ce qui aujourd'hui est indispensable à toute circulation, le marquage au sol. Il en est de même une réflexion pour une sécurisation de l'espace autour des signalisations verticales, et les véritables inventeurs des signalisations lumineuses, et par exemple de la signalisation tricolore, sont également américains, et le personnage, également issu d'une minorité afro-américaine, est à l'origine de cette organisation nouvelle des carrefours, des chaussées, des rues. Bref, un ensemble d'équipements qui
cherche aussi à pacifier la circulation urbaine avec des essais esthétiques. Alors on peut en sourire bien évidemment, mais il y a des tentatives pour rendre la signalisation des bords de route compatible avec l'esthétique parisienne. Il y a là un grand débat qui est très ancien comme on peut le constater, et qui a des ramifications contemporaines, ceci est évident, mais il y a une tentative pour apaiser, civiliser la circulation urbaine. Je ne m'y attarde pas parce que, dans le même temps, ce qui est très frappant, ce sont les tentatives pour ancrer dans l'espace, sur une forme de site propre, la place des circulations automobiles. Non seulement des autobus, des autocars, des poids lourds, mais aussi des véhicules individuels. Et donc là, des projets qui sont finalement l'extension du taylorisme de l'usine. Et là, vous avez une vue des usines Citroën, une vue tardive, avant leur démantèlement, comme l'attestent les immeubles du front de Seine. Eh bien, vous êtes là au début des années 1970, donc, lorsque les usines vont être désaffectées, mais il y a une forme d'extension du taylorisme de l'usine à l'extérieur. Et cette volonté de fonctionnalisme appliqué à la circulation urbaine s'est retrouvée chez les plus grands architectes, chez les plus grands urbanistes, comme par exemple Le Corbusier, qui a proposé le fameux plan Voisin, du nom d'un constructeur d'avions et d'automobiles, le plan Voisin dédié à cette implantation d'autostrades, on prenait à l'époque le vocabulaire italien, au centre de Paris, avec des unités d'habitation conformes qui auraient finalement conduit à l'éradication, au curetage, le mot est d'époque, de ce centre parfois insalubre, il est vrai, autour des halles, notamment sur la rive droite. Bref, de grands projets sont à l'œuvre, grands projets qui ont finalement eu un moment presque d'apothéose, un moment qui n'a pas eu lieu. Évidemment, c'est là une utopie. Mais la civilisation routière, en 1937, a failli déboucher sur une grande exposition dans le Grand Palais. C'est un projet de fête de la route qui n'a jamais eu lieu, mais qui montrait bien tous les usages que la route et l'automobile pouvaient supporter à cette période-là. Ce que l'infrastructure porte, c'est une multiplicité d'usages. Et ce n'est pas que la voiture individuelle, présente évidemment sur cette gouache préparatoire à cette exposition, qui encore une fois n'a pas eu lieu, d'André Granet, mais cette gouache présentait des véhicules de tous ordres, et également des équipements de la route, et si l'on regarde bien, on aperçoit des passages cloutés, on aperçoit des stations-service, on aperçoit des panneaux de signalisation, on aperçoit également des relais routiers, bref, tout un ensemble qui permettait à l'automobile, avec des passages à niveau protégé, d'évoluer en sécurité dans l'espace public. Le bilan de ces 40 premières années, finalement, d'automobilisme, c'est celui d'une généralisation des usages, y compris, et peut-être surtout, dans le monde rural, où l'automobile a véritablement apporté le désenclavement, où l'automobile, Marc Bloch, grand historien, le disait, par la camionnette du laitier, par la voiture du livreur de vin, a apporté une forme de prospérité et a permis l'entrée dans la société de consommation. Les représentations ont évolué, et lorsque la Première Guerre mondiale intervient, donc c'est une étape très importante, il y a naturellement déjà une forme de naturalisation de l'automobile. La Première Guerre mondiale, par l'épisode des taxis de la Marne, par l'épisode de la voie sacrée ravitaillée par les camions berliers, par la rupture du front par les chars Renault, qui sont aussi des automobiles en 1917-1918, a cette Première Guerre mondiale permis à l'automobile d'être incorporée, assimilée à la vie des Français. Et donc cette appropriation, il est très important de voir qu'elle est précoce, que les années 20-30, malgré la crise économique, ne vont pas la ralentir. La coordination des transports, plutôt au profit des compagnies de chemin de fer, ne va pas ralentir non plus le développement du fret routier. Et finalement, la guerre de 1939-1945 est une guerre au cours de laquelle l'automobile va jouer un grand rôle à nouveau. Un grand rôle dans la victoire allemande, c'est une évidence, mais un grand rôle ensuite
dans la mobilisation des armées alliées et dans le triomphe de mai 1945. Autrement dit, l'automobile est bien partie prenante de la société. Industriellement, le secteur, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on peut le considérer comme sinistré par l'occupation allemande, par le fait que certaines entreprises ont été tenues de réparer des chars allemands et donc de collaborer à l'effort de guerre nazi, mais il y a indiscutablement des ressorts qui se sont tendus et que la période que nous allons voir désormais va voir finalement se détendre, et cette période va être celle du déploiement véritable de la civilisation automobile. Seconde partie, la plus longue peut-être, sur ces 30 Glorieuses, ce rêve d'automobilisme. Alors cette seconde période des 30 Glorieuses, avec des guillemets bien évidemment, puisque l'historiographie contemporaine, parfois désincarnée tout de même, et anti-conviviale, paradoxalement, et qui remet donc en question cette période de croissance, a correspondu à un rêve d'automobilisme. Cette période, clairement, est celle du déploiement tous azimuts, de l'accélération de cette civilisation et de l'inscription dans des dépendances. Ceci est indiscutable également, et l'achèvement de ces 30 Glorieuses que nous verrons, et nous ferons un fondu enchaîné avec notre troisième partie, cet achèvement correspond à un moment qui est un moment clé, c'est-à-dire de remise en question de la croissance économique, de la remise en question également du consumérisme, mais c'est cette histoire à laquelle nous allons aboutir après avoir vu le redémarrage et finalement le mythe, l'accélération autour de cette civilisation qui exigeait un nouvel art de conduire, un nouvel art du volant, plus en accord avec la démocratisation réelle, cette fois-ci, non pas des usages, mais de la propriété de l'automobile. Et donc, cette automobile rendue accessible par des modèles populaires, qui étaient des modèles conçus pendant la période de pénurie, ce point-là mérite d'être souligné, c'est-à-dire que la très petite voiture, la voiture Citroën, était une voiture conçue pendant la crise économique, et c'était la Société des ingénieurs de l'automobile qui avait conçu un concours dans les années 1935-1936 pour en réaliser l'objet, et donc des intelligences y avaient concouru, notamment Le Corbusier, mais également d'autres ingénieurs. Eh bien, cette toute petite voiture est reprise par Michelin pour Citroën, qui la diffuse véritablement à partir de 1948. Côté Renault, on part un peu plus tôt. On part avec la 4 chevaux qui est présentée au Salon automobile de Paris, qui renaît après la guerre, salon qui connaît 800 000 visiteurs, et ce qui est un chiffre considérable après-guerre, qui montre bien l'appétence de la société française pour ce mode de déplacement et une volonté de renouveau. Les ressorts de la croissance, la bataille économique étant de plus une bataille politique consensuelle, le Parti communiste très puissant, poussant au productivisme industriel, et puis par ailleurs les partis plus libéraux et individualistes faisant de l'automobile un marqueur républicain de la petite propriété et de finalement ce contrat social nouveau que l'automobile permettait d'assurer et de pérenniser. Renault également diffusait avec des petites camionnettes, aussi dans les campagnes et dans les villes, de nouveaux usages tout à fait parlants. Cette croissance automobile, c'est un profond désir. C'est un profond désir, et cette photo de Roger Violet exprime bien le bonheur, la convivialité, la dimension intime, sur laquelle une histoire parfois avec de gros sabots passe. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire industrielle, l'histoire automobile. C'est aussi l'histoire des petits moments d'embellie que les week-ends, les congés payés, la 3e semaine date de 1956, octroient aux Français. Et ce moment du pique-nique est évidemment touchant, réjouissant. La photographie humaniste de Doisneau l'a également incarné. Bref, il y a là des enjeux qui dépassent les simples taux de croissance. Parce qu'on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance, en revanche, on peut être séduit par son automobile et la vie qui va avec. On peut être séduit par l'aventure automobile. Et Jean-Albert Grégoire, grand ingénieur, qui note le changement de la production automobile française dans l'aventure automobile, constate que maintenant, ce sont des grandes entreprises. Évidemment, ce sont des grandes entreprises. Il n'y a plus l'efflorescence des 1500 constructeurs français qui ont existé
au cours des 40 premières années de l'industrie. Désormais, ce sont des grandes concentrations, c'est une grande industrie. Il n'y a plus l'inventivité des Bugatti, des Delahaye, des Delage, qui disparaissent au cours des années 1950, d'ailleurs la même année, et vous êtes devant, là, une remise en question des modèles de l'industrialisation à la française autour de l'automobile qui avait fait de celle-ci un objet de luxe, voire de demi-luxe. Désormais, c'est un objet de consommation courante. Ceci va avec la multiplication des équipements de la route. J'ai représenté ici quelques panneaux pris en photographie au musée des Ponts et Chaussées à Vatan dans l'Indre. Toujours est-il que de profondes transformations ont lieu et que l'on se trouve désormais, cette image le représente succinctement, mais je vais passer sur chacune des images rapidement. Elle montre comment le tourisme autour de la Nationale 7, sur laquelle nous reviendrons, avec ses différents itinéraires, donc c'est plus compliqué que ce que l'on veut bien croire, la Nationale 7. Toujours est-il que cette nationale qui va de Paris à Menton, qui fait 1000 km à peu près, qui inspire le jeu des 1000 bornes de Jean Dujardin qui se trouve en bas à droite, qui évidemment exalte tout un ensemble d'imaginaires, de souvenirs communs, alors que ces véhicules étaient bien souvent pris dans des embouteillages sans climatisation et étaient l'objet de panne, mais il y a une forme de mythologie que des embouteillages contemporains restituent de façon folklorique, mais c'est une réalité. Il y a également le développement des transports par autocar, le tourisme collectif, les cars chaussons ici présentés, montrent bien la flexibilité de ce nouveau mode de transport appliqué à un transport collectif. Et donc l'automobile est bien avec des résonances collectives à cette période. Il y a également, c'est loin d'être insignifiant, toute la motorisation des campagnes. Et naturellement, la France, qui est un pays encore fortement marqué par sa ruralité, même si depuis 1931 la population urbaine est majoritaire, cette France qui connaît une révolution invisible, l'expression de Jean Fourassier, Les 30 Glorieuses, c'est ceci, eh bien cette France est une France qui voit finalement l'exode rural, la disparition de ces paysans, eh bien, accélérée par la motorisation et par l'américanisation des pratiques. Cette américanisation des pratiques, le cinéma l'exalte. Dans La Belle américaine, Robert Derry en 1961, eh bien, en fait un personnage à part entière d'une fiction dans laquelle Louis de Funès joue d'ailleurs un tout petit rôle, mais d'une fiction qui montre une image valorisante de la civilisation qui, la première à accepter l'automobile, c'est-à-dire l'American Way of Life. Et avec le système autoroutier qui commence à se développer en France véritablement au cours des années 1950, la loi de concession autoroutière est de 1955, eh bien, avec ce système autoroutier qui se développe, c'est une nouvelle France, modernisée, qui éclot et qui déploie véritablement, pour le plus grand plaisir du président conducteur Georges Pompidou, qui inaugure ici au volant d'une Renault 16 en Bourgogne, l'autoroute, la jonction entre Lille et Marseille, les 1000 km sans feu, eh bien, en 1970, il y a là une clé de la modernisation française à tout crin. Les équipements de la route, que j'ai déjà évoqués, sur lesquels on pourrait revenir, et je ne fais là que passer, suivent avec une interaction entre véhicules et infrastructures. L'éclairage est évidemment un enjeu considérable. Les équipementiers se développent, de grandes industries vont exalter la voiture française et la route française. C'est une industrie lourde, cette image vous l'avez déjà vue, mais c'est une image évidemment cocardière, et en matière d'équipement routier, la France est un pays leader grâce notamment au développement des autoroutes que j'ai déjà mentionné, et que cette image extraite de Paris Match permet d'exposer. Vous avez une ambition française qui est de développer ce que l'entre-deux-guerres avait juste initié, c'est-à-dire l'autoroute de l'Ouest, et vous avez là le tunnel de Saint-Cloud. Mais évidemment, il s'est agi de passer, sans jeu de mots, à la vitesse supérieure à cette période. D'y passer, toujours, avec des sociétés dédiées à l'équipement des autoroutes, des profils de chaussées particulièrement dessinés pour des grandes vitesses, et puis des matériels destinés à l'équipement des routes, au marquage au sol, toute une politique étatique qui est venue avec des compétences d'ingénieurs qui
ont investi ces champs tout à fait marquants. Il y a des nouveaux travailleurs nomades également qui ont participé à la métallisation des chaussées de France. Qu'est-ce que je veux entendre par cette expression? Eh bien, c'est que les bordures de sécurité, les rampes de bas-côté ont été posées par des hommes plutôt que des femmes à l'époque. Ce sont des métiers extrêmement durs, par des courageux, comme l'on dit, qui ont, sur plusieurs milliers de kilomètres, eh bien, contribué à l'équipement des chaussées en dispositifs de sécurité et de retenue. Bref, vous avez là des enjeux qui vont profondément transformer les paysages, on l'imagine bien, et qui vont permettre des circulations accélérées. Appliquées au monde urbain, eh bien, les grandes métropoles, et Paris tout à fait explicitement, ont pris ce pli de l'automobilisation. Et une ville comme Paris, au cours des années 60-70, va se transformer considérablement, à la fois à la bonne échelle mobilitaire, qui est celle du Grand Paris et de l'agglomération parisienne tout entière, où des voiries primaires, près de 800 km de chaussées et de voies rapides vont être construites, mais aussi au centre de Paris. Et le préfet Maurice Doublet, préfet de la Seine, que vous voyez ici commenter un plan d'infrastructures primaires de circulation rapide, ce ne sont pas des autoroutes, mais les critères retenus par les ingénieurs sont tout de même perçus comme des critères autoroutiers, eh bien, le réseau idéal, il était là, présenté notamment dans Paris Match, donc des chantiers d'ampleur, avec l'ambition, eh bien, de faire non seulement les voies express, vous avez ici la voie express rive droite, avec un traitement très fin quand même de l'espace, on le remarquera. Il y avait là un dispositif central de chaussée avec des arbres qui étaient préservés de façon plus ou moins illusoire, mais enfin à la sortie du tunnel du Louvre, il n'y avait pas ce saccage urbain qui parfois a été dénoncé par la suite. Il y avait également eh bien, des possibilités données aux pêcheurs d'accéder eh bien, aux quais qui était préservé puisque la voie express était en souterrain le long du Louvre, puisque le passage en aérien avait été refusé par les monuments historiques, et Dieu merci, cela peut se comprendre. Mais il y avait d'autres infrastructures qui étaient projetées et qui, elles, nous y reviendrons, n'ont pas été réalisées. Parmi celles-ci, on ne peut qu'en regretter évidemment le projet et se féliciter de l'abandon, mais c'était la couverture du canal Saint-Martin, non seulement en surface, mais également par une chaussée superposée, bref, une autoroute urbaine qui aurait été extrêmement désagréable dans cet Est parisien qui était encore à l'époque très industrialisé. Cette période, c'est celle d'un grand dessein, à la fois gaullien et pompidolien. Charles de Gaulle, vous le voyez ici avec ses lunettes, porte de la Chapelle, lors de la visite de l'échangeur ici présenté, l'échangeur de ce qui était la porte la plus complexe à l'époque en Europe, le réseau le plus complexe en Europe, qui reliait Paris à l'autoroute A1, et puis toutes ces infrastructures se reliaient les unes les autres. C'était Orly au sud, c'était Roissy au nord, c'était l'aérien, c'était l'ouverture au monde de la capitale, et le boulevard périphérique parisien avait cette ambition d'être une plaque, comme dans une poupée russe, d'emboîtement entre des circulations municipales, et le boulevard est une propriété municipale, même si le financement en a été étatique et régional, mais des circulations municipales, locales donc, des circulations régionales, des circulations nationales, mais aussi des circulations d'ampleur européenne. Bref, vous aviez là les 10 glorieuses de l'automobile au cœur des 30 glorieuses. Et la ville a été profondément transformée. Alors dire qu'elle a été défigurée définitivement, je le pense très abusif. La ville a été reconfigurée. Les quais n'étaient pas touristiques. Les quais au droit de la Tour Eiffel n'étaient pas du tout dédiés au tourisme balnéaire quasiment que l'on pourrait évoquer aujourd'hui. Il en est de même d'autres endroits où la Seine était utilisée comme un lieu industriel. Le boulevard périphérique, avec toute sa philosophie, il est ici présenté, avec ses portes. C'est une porte formidable sur la ville, telle que jamais elle n'avait été démocratisée auparavant. L'octroi de Paris, qui existait jusqu'en 1943, eh bien, limitait l'accès à la ville. Avec le boulevard périphérique, ce sont 80 échangeurs, ce sont de multiples ponts, de multiples bretelles d'accès qui ont relié Paris à sa banlieue. Dans un décor évidemment chamboulé, même si c'était la zone non aedificandi, mais cette infrastructure
avait cette cohérence que lui donnait l'époque et que les ingénieurs auxquels on avait donné cette mission, eh bien, remplissaient en faisant communiquer le centre de Paris et sa périphérie. Évidemment, cette période est aussi celle d'une tentation technocratique. Des excès, il y en a eu. Des projets excessifs, il y en a eu. Voici ce qu'aurait pu être le droit du Lutetia, boulevard Raspail, avec un autopont. Bon, évidemment, on peut contester l'esthétique de l'image. Voici ce que aussi la publicité Michelin pour le pneu Radialix en 1965 proposait pour un Paris de l'an 2000 qui clairement n'était plus que la défense généralisée partout, qui était un Paris très inquiétant dans lequel pouvaient circuler d'ailleurs des véhicules, et l'un d'entre eux est tout à fait significatif, il est sur le modèle de la Ford Nucléon, Ford nucléaire, qui était pensé par le constructeur à cette période. Donc, une période d'hubris technocratique, d'ingénieurs, qui a pris fin, faut-il le souligner, avec la fin de la croissance économique au moment des années 1970. Alors pour conclure, sur ce vaste siècle, qui était un siècle d'acclimatation à l'automobile, et pour conclure, avec le moment de désacralisation et de déstabilisation de cette tendance, eh bien il faut l'illustrer avec les moments de contestation. Contestation environnementale, patrimoniale, par l'écologisme politique qui se fonde au travers des écrits fondateurs de pionniers comme Charbonneau, comme Alfred Sauvy, comme Portal et Montal, qui en quelque sorte ont développé une vision altermondialiste, André Gortz, de l'automobile. Il y a là une contestation qui, dans le contexte parisien, prend un écho particulier avec le fait que l'on brûle en effigie pendant les journées de mai 68 des automobiles. La chose a beaucoup choqué, bien évidemment, et c'était un signe de l'aboutissement sans fin d'une société qui était devenue parfois absurde, de croissance désormais limitée, limit to the growth. C'était évidemment le rapport de 1972 qui fonde l'écologisme politique moderne. Les contestations, les populations parfois dans un réflexe patrimonial tout neuf, sur des lieux que l'on ne souhaitait plus voir investis par l'automobile qui agissait comme un virus parfois qui s'infiltrait partout, eh bien l'automobile connaît un coup d'arrêt. Il y a beaucoup d'exemples de cette dispute nouvelle autour de ce qui était auparavant un marqueur du progrès, un indice de civilisation et qui désormais témoigne de son absurdité. Jacques Tati, dans Trafic, 1971, pointait avec une ironie comique, mais une ironie sévère, eh bien, toutes les contradictions de la société automobile, qui a permis à un candidat aux élections présidentielles, René Dumont, le premier candidat écologiste, de dire que l'automobile tuait et rendait con à la fin, elle puait également. Et cette contestation, évidemment, était tous azimuts, et l'un des marqueurs de civilisation, qui est la vie humaine, était naturellement en question, c'était l'insécurité routière. Or, précisément, les années 1970 sont celles de la fondation d'une politique cohérente de sécurité routière, d'une politique publique qui a été assumée et qui a très rapidement fait reculer le nombre des morts par des mesures très simples, aujourd'hui très simples, mais à l'époque très discutées, des limitations de vitesse au contrôle alcoolémique et surtout à la ceinture de sécurité. L'image qui est en haut, qui est une image potentiellement morbide mais qui est en réalité une mise en scène, représentait la ville de Mazamet dont les 16 000 habitants avaient été invités à se coucher sur les chaussées pour la télévision lors d'une émission, un happening, qui montrait le chiffre très abstrait des 16 000 vies fauchées par la mort absurde routière qui avait tué quelques personnalités marquantes. Et on pense à Albert Camus, bien évidemment, rien de plus absurde chez ce penseur de l'absurde que cette mort routière qui touchait chaque année des jeunes notamment. Et donc cette mort inutile, pointée par le premier délégué interministériel à la sécurité routière, dans cet ouvrage préfacé par Jacques Chaban-Delmas, qui avait lui-même perdu son épouse comme Premier ministre, eh bien, cette mort absurde était désormais l'objet d'une politique publique. On est bien loin des débuts de la prévention routière, une association fondée à la fin des années 1950,
et puis qui incitait, comme le timbre, là, la manière des timbres contre la tuberculose l'expliquait, à la prudence, à la discipline, à la courtoisie. Il fallait passer à la répression des infractions routières. Le thème de la délinquance routière était également sur la table désormais, et jusqu'au cheminement contemporain de la répression par les radars, qui a fait à partir de 2002 chuter le nombre des morts routières, eh bien la politique de sécurité routière a pris corps, a pris sens également pour une population de plus en plus réceptive. De même, il y a 60 ans, on est entré dans la régulation urbaine de l'automobile, dans la place plus grande donnée au transport public, aux autobus. Des premiers couloirs bus, parfois à contresens, ont été créés à Paris. Ici, nous sommes quai de la Mégisserie, en 1964, dans le prolongement du quai du Louvre, où précisément il s'agissait de réserver aux autocars, aux autobus, une circulation autonome et donc potentiellement dénuée d'embouteillage, comme on peut voir sur les autres chaussées qui étaient réservées. De même, le plan de circulation de la ville de Paris, véritablement mis au point au cours des années 70, à la fin des années 70, a fait entrer la ville dans une politique dynamique de régulation routière, dont les panneaux à messages variables, autres équipements de la rue, cette fois-ci, ont été l'une des manifestations. Le poste de circulation, l'informatique mise à disposition des régulations, eh bien, témoignait d'une nouvelle philosophie de la rue et de la route. Et donc il s'est agi de ralentir, de partager l'équipement avec un urbanisme tactique finalement, et une nouvelle priorité qui était celle de sécuriser, d'offrir une route qui pardonne, d'offrir une route qui permette eh bien, une cohabitation entre, et j'y reviens pour finir, le rêve routier, ce rêve qui soi-disant ne s'arrête pas, et c'était l'exaltation de l'affiche du Mondial de l'automobile 1994, avec ce rêve de petit garçon, petite fille parfois, ce rêve n'est pas si genré que l'on veut bien parfois le retenir, et ne s'est surtout pas détaché de la jeunesse, également discours que l'on peut entendre. Les contraintes font que, évidemment, aujourd'hui, ceci est plus difficile en termes d'accessibilité. Mais il y a toujours ce rêve d'automobile, et l'affiche du Mondial de 2018 témoignait bien de cette permanence de la volonté d'être maître de son destin et d'être en quelque sorte toujours conducteur. Même si l'automobile est confrontée à des enjeux considérables de transition mobilitaire, je l'ai dit, mais concrètement, que cela signifie-t-il? Eh bien, la possibilité de voir des véhicules autonomes et donc de voir la disparition des sensations proustiennes évoquées en début de conférence, remplacées par quoi? Eh bien, par des lidars, c'est-à-dire des éléments de radar et de détection qui permettraient à des véhicules sans chauffeur, sans conducteur, dits autonomes, avec des guillemets bien évidemment, d'évoluer dans l'espace public et sur les routes. Mon collègue américain Peter Norton, dans Autonorama, ouvrage publié récemment que je signale ici, parle d'une promesse illusoire, et je ne suis pas loin de partager ce point de vue naturellement, étant donné le degré de technologie qui doit être rassemblé autour de tels véhicules. Autrement dit, l'avenir de l'automobilisme est très clairement politique. L'avenir de l'automobilisme, cette caricature de ce dessinateur Goubel le révèle, pose l'automobile comme un élément du socle commun, non seulement que l'on doit apprendre à l'école, mais en termes civiques, de ces trois principes, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et le dernier serait cette nationale fête chantée par Charles Trenet, cette dimension intimiste, cette dimension du goût de la route, cette dimension de l'empathie routière, qui est une réalité, et les Gilets jaunes à certains égards l'ont rappelé, eh bien, il y a là un élément de la construction du pacte républicain avec les territoires en France. Ceci, dans deux ouvrages, je l'avais exploré, et c'était évidemment une manière de questionner, en 2014 déjà, avec une couverture un peu jaunie, cette problématique routière qui n'est pas dissociable de la problématique des territoires, ouvrage qui a été signalé en introduction, rédigé avec Jean-Pierre Orfeuille. Nous sommes là devant un enjeu qui est un enjeu aussi de civilisation. Et cette dernière interrogation, que je suggère pour terminer avec quelques considérations, nous ramène à cette hypothèque qui pèse sur un soi-disant nouveau régime routier. Alors, ce nouveau régime routier, qui ne serait
eh bien, que la fin d'une vieille industrie, qui serait essentiellement ce que la loi d'orientation sur les mobilités a prévu, c'est-à-dire un report modal à tout prix, mais qui n'est pas possible, de fait, à n'importe quel coût, dans n'importe quel territoire, eh bien, il y a là un élément qui est évidemment dans le récit que j'ai tenté de ramasser, mais qui était un récit qui visait à faire un sens et à rendre un sens global à l'essence de la route et à l'essence de l'automobilisme. Eh bien, ce nouveau régime routier, il est très contestable dans ses perspectives. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une forme de résistance, d'où l'explication d'un des mots du titre. Il y a une forme de persistance à cette culture que l'on ne peut pas balayer d'un revers de main sans balayer une excellence industrielle française, dont toutes les hypothèques méritent d'être ici questionnées, sans questionner également des secteurs industriels robustes comme ceux des équipements de la route et ceux des constructeurs de routes, du BTP également, qui y sont annexes. Bref, sans questionner tout un champ de l'économie française contemporaine dont la direction que Bercy prétend assumer, évidemment, questionne la problématique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention au cours de cette conférence que je n'ai pas voulu trop longue. Merci à vous.